Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette table ronde dans le cadre de ces rencontres François Rabelais dématérialisées. Nous nous adaptons autour du thème « Bien manger pour tous, à quel prix ?» Alors, bien manger pour tous, à quel prix? C'est une thématique centrale pour le thème général donné à ces rencontres, de gastronomie au pluriel pour tous, puisque ce terme de gastronomie, il est souvent perçu comme connoté et renvoyant à une élite économique et sociale. Et c'est le cas en particulier en raison du coût qu'on peut imaginer nécessaire pour atteindre des produits de qualité, pour se les procurer. Et donc c'est autour de ces questions qu'on va discuter ensemble pendant 1h30. Est-ce que la gastronomie est forcément plus chère? Est-ce qu'elle est accessible à toutes et tous? Comment faire quand on dispose de ressources qui sont plus limitées, des ressources économiques, des ressources en temps? Comment est-ce qu'on peut contourner ces contraintes? Et puis aussi, surtout, quelles initiatives existent pour permettre au plus grand nombre d'accéder à cette gastronomie ou à cette alimentation de qualité? Pour répondre à ces questions, 4 experts ont accepté d'être avec nous, aussi bien en plateau qu'en ligne. Tout d'abord, France Caillavet, vous êtes économiste, directrice de recherche à l'INRAE et à l'unité Alice à Paris. Ensuite, en plateau, Christophe Hay, vous êtes chef cuisinier à la maison d'à côté, à Montiveau. Geneviève Pierre, vous êtes également en plateau. Vous êtes professeur de géographie rurale à l'Université d'Orléans. Et Boris Tavernier, vous êtes directeur de l'association VRAC à Paris. Et moi, je suis Thibaut de Saint-Paul, je suis sociologue et je suis directeur de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et de me tourner, dans un premier temps, vers France Caillavet et de vous poser cette première question, qui est celle la question des ressources financières limitées. Est-ce qu'il est vraiment plus difficile de bien s'alimenter quand on a des ressources limitées? Et que nous disent vos études sur le coût de l'alimentation par rapport à la qualité des produits? Bien, bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation pour cette invitation. Je suis très heureuse de participer à ce débat sur une question qui me paraît absolument essentielle. Et en fait, je trouve 3 éléments dans cette question et la problématique de cette table ronde sur le bien manger. D'abord, le bien manger. Ensuite, la question du prix. Ensuite, le fait de l'interrogation pour tous. Dans le bien manger, en fait, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension hédonique du plaisir, il y a la dimension nutrition-santé, il faut une nourriture saine et équilibrée. La dimension environnement aussi, il faut que ce soit au moindre impact environnemental. Et puis la dimension économique, le prix et le coût par rapport à la qualité. En fait, on pourrait dire que toutes ces dimensions se retrouvent dans la définition d'une alimentation durable, d'où n'est pas exempte la gastronomie. Mais donc, vous me posez la question de l'effet des contraintes économiques sur les autres dimensions et le rapport qualité-prix. Et le pour tous introduit l'idée qu'il y a des inégalités alimentaires et que ce n'est pas évident. Il y a des inégalités d'accès à l'alimentation et notamment d'ordre financier. Donc, quel est le rôle des contraintes économiques? En fait, j'ai travaillé plus particulièrement avec des nutritionnistes pour évaluer le rapport coût et adéquation nutritionnelle de l'alimentation. Et on est arrivé à plusieurs résultats en croisant les 2 disciplines. En fait, quand les ressources sont limitées, on constate qu'au point de vue économique, au niveau des dépenses alimentaires, chez les bas revenus, le budget consacré à l'alimentation est évidemment plus faible en valeur absolue. Mais il représente pourtant une part plus importante du budget total que pour les ménages les plus riches. Par exemple, on sait que pour l'alimentation à domicile, d'après la dernière enquête de l'INSEE sur les budgets de famille, 18% sont consacrés à l'alimentation à domicile chez les bas revenus, alors que seulement 13% pour les 20% les plus riches. Donc il y a une différence de 5 points de budget chez les bas revenus et on sait que cette différence s'est accrue au cours des années 2010. Au point de vue nutritionnel, en fait, au niveau des aliments consommés,
on observe que chez les bas revenus, il y a une consommation moindre d'aliments recommandés par rapport aux ANC, les apports nutritionnels recommandés par l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Et en particulier, ça recouvre des quantités moindres de fruits et légumes, notamment frais, de poissons, de produits à base de céréales complètes. Et par ailleurs, de plus fortes quantités d'aliments à limiter, en particulier les boissons sucrées. Donc, à partir de là, nous avons mené un travail en combinant les données de consommation et leur équivalent nutritionnel pour calculer la qualité nutritionnelle de l'alimentation à domicile selon le revenu, entre 1970 et 2010. Et en fait, on a conclu à, d'une part, une nette amélioration de la qualité nutritionnelle sur le plan global de cette consommation sur les dernières 40 années, ce qui est quand même un bon résultat. Mais au niveau des plus bas revenus, on observe tout au long de cette période une moindre qualité nutritionnelle des achats. C'est-à-dire qu'en début de période, en 1970, il y a 10 points de différence et en fin de période, il y a encore 6 points. Alors l'écart se resserre, d'accord, mais il reste conséquent. Donc il y a quand même une inégalité de qualité nutritionnelle très nette selon le revenu. Alors comment on l'explique ? Alors, d'une part, par les prix moyens d'achat. En fait, si on regarde le prix moyen des achats par groupe d'aliments, en divisant les dépenses réalisées par les quantités consommées, on constate que le prix moyen au kilo d'un groupe d'aliments achetés est toujours inférieur pour les groupes de revenus plus faibles, ce qui implique que les stratégies d'approvisionnement sont différentes au niveau du choix des aliments, au niveau des lieux d'achat, et que cela a vraisemblablement une incidence sur la qualité des produits consommés. D'autre part, il y a la problématique du coût d'une alimentation équilibrée. Et là, les nombreux travaux de Nicole Darmon et de son équipe ont montré qu'il y avait une relation positive entre le coût et la qualité nutritionnelle. Tout d'abord, il y a un coût minimal pour que l'alimentation respecte les apports nutritionnellement conseillés, qui a été estimé, avec les données d'un cas 2, à 3,85 € par jour. Or, c'est un montant supérieur aux dépenses des 10% des ménages les plus pauvres. Donc, objectivement, cette population n'a pas les moyens de consommer de manière adéquate et de bien manger. Et c'est encore pire pour la frange de population en insécurité alimentaire ou bien les bénéficiaires de l'aide alimentaire qui disposent de 2,03 € par jour pour leur alimentation. D'autre part, cette relation positive entre qualité nutritionnelle et prix des aliments veut dire que les aliments les plus denses en nutriments, les plus riches en nutriments et de bonne qualité nutritionnelle sont les plus chers. Ce qui veut dire, une autre manière de le dire, est de considérer la hiérarchie des prix des divers groupes d'aliments ramenés à la calorie. En comparant le coût d'une calorie... Oui ? Concrètement en France, du coup, ça veut dire que pour les plus défavorisés, il est plus difficile, d'après vos études, d'arriver, de pouvoir accéder à des produits de bonne qualité nutritionnelle. Viande, poissons, fruits et légumes sont les sources de calories les plus chères et ce sont aussi les plus riches en nutriments essentiels. Et parallèlement, ça veut dire que les produits sucrés et salés, les féculents, les matières grasses sont les sources de calories les moins chères. Et en même temps, ça veut dire que ces aliments plus caloriques sont les moins chers. Et en même temps, ils sont plus pratiques d'emploi, faciles à transporter, à stocker, ils limitent le gaspillage. Donc en fait, quand les contraintes de budget sont fortes, il est logique que les petits budgets se tournent vers ces aliments-là. Ce qui suggère que des choix alimentaires défavorables pour la santé peuvent être observés dans les populations pauvres, en partie dus à des contraintes économiques. Donc en fait, oui, de ce point de vue-là, il est absolument plus difficile de bien manger avec des ressources limitées. D'accord. Du coup, si je me tourne vers le chef Christophe Hay, vous êtes un chef étoilé. Et ce que vient de dire France Caillavet, c'est-à-dire cette question de l'accès aux gastronomies pour les plus défavorisés. Et on voit bien qu'il peut y avoir une difficulté plus grande d'accéder à des produits de qualité. C'est quelque chose qui vous interpelle et vous avez mis en place un certain nombre d'actions, notamment des actions dans les EHPAD. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Et puis, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que bien manger, il peut aussi passer par des choses simples et de quelle manière ?
En fait, là, aujourd'hui, je pense que justement, ma volonté à moi, c'est d'inciter à cuisiner. Cuisiner, c'est avant tout apporter justement ce côté un peu gastronomique à un repas. Et bien manger, ça englobe un certain nombre de produits. Pour moi, ce n'est pas que des produits de grande qualité. On peut tout à fait bien manger avec une simple carotte ou du riz de façon cuisinée. Et je pense que tant qu'on n'aura pas retrouvé justement ces actions de cuisiner, on aura toujours du mal à progresser sur le bien manger dans un grand nombre de foyers. Je le vois, hein, j'ai fait ces actions en EHPAD, mais je suis actuellement en train de faire des actions dans les collèges, et notamment pour former les chefs de cuisine sur la cuisine végétale, hein, puisque avant on mangeait obligatoirement de la viande, du poisson à bon nombre de repas par jour. Aujourd'hui, on voit que de toute façon, au niveau santé, on a besoin aussi de manger de plus en plus de végétal. Je le trouve, mais même moi, hein, mon papa était boucher et je mangeais beaucoup de viande à la maison. Je trouve qu'aujourd'hui, pour mon corps et pour mon bien-être, j'ai besoin de passer une journée à manger du végétal. Ça me fait du bien et je trouve qu'on en a besoin tous. Moi, ce que je peux retenir de tout ça, c'est que je trouve que la gastronomie et le bien manger pour tous, ça ne touche pas que les personnes à fort revenu, en fait. Je pense que c'est pas parce qu'on a un faible revenu qu'on ne doit pas faire attention à notre alimentation. Et c'est là où je trouve que c'est dommage, c'est qu'il y a les personnes parfois qui ont des faibles revenus se cachent à aller acheter ce qu'on appelle la junk food. C'est toute cette nourriture prête à l'emploi, ou même voilà, dans des drives ou dans des choses comme ça. Et on tombe dans une facilité, on va dire, de cuisiner. Et moi, je suis capable de cuisiner et de bien cuisiner avec une boîte de maïs, avec une boîte de sardines, avec voilà, n'importe quel produit. Je suis capable de lui apporter l'apport nutritionnel qu'on va avoir besoin justement pour bien manger. Et en l'occurrence, on voit également, je pense à mes grands-parents qui avaient un jardin à la maison. On avait tous des jardins à la maison à l'époque. Alors je ne dis pas, hein, dans les grandes villes, c'est autre chose. Je le vois notamment aujourd'hui dans un petit village comme Montlivaud. À Montlivaud, chaque maison avait une petite parcelle de jardin qui était avec chaque maison dans le Val. Et aujourd'hui, j'ai récupéré moi des terres du Val parce qu'elles étaient abandonnées en fait. Et aujourd'hui, on ne prend plus le temps d'aller jardiner. Alors il y a de plus en plus de foyers qui commencent à y revenir. Très honnêtement, acheter un paquet de graines à 2,50 € qui va pouvoir nous nourrir pendant peut-être une semaine ou deux, je pense que ça, bon nombre de personnes pourraient le faire et n'ont plus cette envie de le faire, tout simplement. Donc je pense qu'il faut aussi redonner de l'envie, donc redonner de l'envie de cuisiner, redonner de l'envie de jardiner, parce qu'avant, on pouvait aussi alimenter son foyer grâce à la production qu'on pouvait avoir dans un jardin. Et ceux qui ne peuvent pas le faire, voilà, il y a voilà, ceux qui aussi récupèrent de l'alimentation, et je le vis aussi chaque année parce que je fais aussi pas mal d'actions avec les Restos du Cœur. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a un panier des Restos du Cœur avec des produits déjà prêts qu'on ne peut pas continuer à cuisiner, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de légumes qui sont distribués au Restos du Cœur. Et très honnêtement, souvent ces légumes restent parce qu'on n'a plus cette envie de cuisiner en fait. Donc j'ai été aussi très jeune, hein, j'ai vécu dans un appartement de 15 mètres carrés quand j'ai démarré mes études, et j'étais capable de cuisiner avec juste un petit gaz ou alors juste une petite gazinière. Et je pense que c'est surtout cette action de cuisiner qu'il faut retrouver. Merci, oui, effectivement. Donc votre réponse à cette gastronomie pour tous, c'est de dire qu'il faut retrouver l'envie de cuisiner, l'envie de jardiner. Et on voit déjà beaucoup de choses dans votre intervention, hein.
Mais effectivement, ce temps de cuisine ou de jardinage, c'est aussi, il faut en disposer. Et puis il y a la question dont on parlera tout à l'heure des compétences. Encore faut-il savoir quoi faire avec les produits dont on dispose. Et du coup, dans la ligne directe de ce que vous venez de nous dire, notamment le fait que les légumes peuvent rester, ne pas être cuisinés, ça nous renvoie sur la question du gaspillage, qui est un sujet sur lequel, Geneviève Pierre, vous avez beaucoup travaillé. Vous avez justement mené des travaux sur le gaspillage alimentaire qui mettent en perspective nos usages des produits. Et donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est cet accès à la gastronomie, est-ce qu'il peut se faire à n'importe quel coût ? Effectivement, donc avec des collègues des universités d'Orléans et de Tours, nous avons commencé depuis peu un programme de recherche sur la prévention du gaspillage alimentaire. Et par rapport à la table ronde d'aujourd'hui, ce serait effectivement, on passerait de gastronomie à n'importe quel prix à gastronomie à n'importe quel coût. Juste pour donner quelques chiffres que peut-être tout le monde a déjà en tête, mais on estime à 18 à 20% de la production alimentaire en France qui est perdue, jetée, gaspillée. Et donc, si on part de l'idée que tout type de produit alimentaire peut servir à des préparations culinaires et gastronomiques. Donc on voit bien là l'ensemble des ressources alimentaires que l'on perd. C'est-à-dire qu'il y a un système qui produit de l'abondance, une abondance dont une partie va être jetée, alors que certaines personnes ont un accès difficile à une alimentation de qualité. Donc ça, c'est un premier point, mais en même temps, c'est aussi un coût en matière de ressources, c'est-à-dire il faut penser aux consommations d'eau, aux gaz à effet de serre qui ont été produits pour rien, enfin, voilà, etc., aux coûts énergétiques qui ont été produits pour finalement pour des aliments qui vont être jetés, perdus, gaspillés. Une petite précision aussi, de mettre en parallèle prévention du gaspillage alimentaire et d'un côté, et puis de l'autre côté, populations qui ont un accès difficile à une alimentation de qualité. On a un système de l'aide alimentaire qui, en France, et ça s'est renforcé par la loi de 2016, qui va faire un lien presque direct, on va dire, entre les systèmes de prévention du gaspillage alimentaire et l'aide, l'assistance alimentaire, en fait. Et donc, il y a une alimentation, enfin, un approvisionnement, on va dire, par le biais des banques alimentaires, notamment, donc qui va se faire de ce point de vue-là. Et donc, ça ne veut pas dire que les aliments qui vont passer dans l'aide alimentaire sont de mauvaise qualité. Ça dépend. Effectivement, on peut avoir des fruits et des légumes qui auraient pu aller au rebut, mais qu'en fait, qui sont tout à fait consommables et donc qui vont passer dans ces circuits-là. Mais ça va peut-être plus poser la question du choix, parce que voilà, on est un petit peu tributaire quand on reçoit ça, on est un peu tributaire du don. Donc quel est le choix, quelle est la prise de décision que ces gens-là vont avoir sur leur propre alimentation. Donc ça peut poser cette question-là aussi. Et donc ça c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est qu'on voit quand même un certain nombre de mouvements citoyens, alternatifs, des mouvements éco-responsables qui s'organisent autour de cette question de la prévention du gaspillage alimentaire, considérant que c'est un scandale, considérant que notre société ne peut pas gaspiller autant de ressources qui pèsent sur l'environnement. Et dans ce cadre-là, il y a une valorisation aussi, enfin, il y a un ensemble d'actions qui sont menées. Alors je ne sais pas si c'est le moment de développer maintenant l'ensemble des actions qui peuvent être menées par ces mouvements citoyens éco-responsables pour prévenir le gaspillage alimentaire. Peut-être on pourra en parler tout à l'heure, mais il y a une dimension importante du réapprendre à cuisiner. Et réapprendre à cuisiner ou les restes ou l'ensemble d'un produit et de le faire de façon festive, conviviale, collective, pas culpabilisante. Mais effectivement, ces associations-là, elles ne touchent pas forcément le public de la précarité alimentaire, mais plutôt voilà, des citoyens qui auraient tout à fait qui ont tout à fait les moyens de s'alimenter correctement, mais
pour des tas de raisons, et notamment des raisons éco-responsables, vont décider de consommer autrement et de ne plus gaspiller les ressources. Peut-être nous pourrons développer ça un petit peu plus tard. Voilà. Tout à fait. Donc effectivement, Christophe N. nous disait qu'il faut retrouver l'envie de cuisiner. Vous nous dites qu'il faut réapprendre à cuisiner. Et j'ai envie de me tourner vers Boris Tavernier, dont l'association VRAC vise justement à faire qu'on se réapproprie son alimentation pour un certain nombre de publics. Donc je le rappelle, Boris Tavernier, vous êtes directeur de l'association VRAC. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos actions ? Oui, bonjour tout le monde et merci aussi pour l'invitation. Je corrige un truc, hein, je suis à Lyon, on ne peut pas parler de gastronomie et dire que je viens de Paris. Je vais avoir des gros problèmes. En fait, VRAC, je l'ai développé il y a maintenant bientôt 8 ans, exactement sur le constat que France faisait tout à l'heure. Aujourd'hui, en France, il y a 10 millions de personnes qui ne choisissent pas ce qu'elles mangent, des personnes qui consomment par défaut, alors soit contraints effectivement via l'aide alimentaire, soit en orientant sa consommation vers le moins cher, vers le bas des rayons, parce qu'on n'a pas le choix. Et ça, c'est quelque chose qui m'embête fortement. J'aimerais bien que chacun puisse avoir le choix et de parler de cet accès digne à l'alimentation. Donc, notre travail s'oriente beaucoup vers les quartiers populaires, vers les banlieues. Donc, on a démarré à Lyon, dans la banlieue lyonnaise, Vénissieux, Vaux-en-Velin, en développant des groupements d'achat dans ces quartiers-là pour rendre accessibles les produits locaux, les produits bio aux habitants des quartiers populaires. Alors évidemment, c'est difficile au démarrage, on ne peut pas arriver avec cette posture « bonjour, j'ai des produits bio à vendre », tout de suite c'est le rejet, ce n'est pas pour nous, c'est pour les riches, il y a vraiment ce constat-là. Donc nous, notre objectif, c'est de convaincre par le goût. Donc on organise beaucoup de dégustations, puis il y a des immeubles, on fait goûter des produits des paysans du coin, puis des produits qui viennent aussi d'un peu plus loin. Et une fois que les habitants sont convaincus par le goût, on parle de prix. Et nous, le choix qu'on a fait pour rendre accessibles ces produits, c'est de les revendre au prix d'achat. Donc, il y a zéro marge qui est appliquée. Et malgré ça, certains produits bio, locaux, à prix coûtant, restent trop chers. Si on parle de fruits et légumes, la tomate de pleine saison, elle coûtera toujours 3 ou 4 fois plus cher que la tomate qui vient de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, il y a quand même une vraie difficulté de cette question d'accès à l'alimentation. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que notre objectif, ce n'est pas de vendre le maximum de produits bio locaux dans les quartiers, mais c'est que les habitants aient le choix. Parce qu'on parle quand même de quartiers qui sont aussi des déserts alimentaires. Hein. On a vraiment, même si on peut ne pas avoir les moyens, mais il n'y a aussi surtout pas d'offres sur le territoire. Et donc, c'est qu'on se réapproprie cette consommation, qu'on puisse travailler sur retrouver cette question, effectivement, on en a parlé, de plaisir et de partage. Et moi, je suis aussi persuadé que si on a accès à des bons produits, on a aussi envie de cuisiner et de retrouver ce goût-là. C'est vraiment fondamental. On peut même plus dire aujourd'hui que c'est une raison économique, malheureusement. Les produits transformés coûtent moins cher que de cuisiner. On en est là aujourd'hui. L'industrie agroalimentaire, elle a quand même été hyper balèze. Donc, on peut même plus dire ça. On peut dire, mais si vous cuisinez, ça vous coûtera moins cher. Ben non, malheureusement, c'est pas vrai, quoi. Donc, il y a vraiment un enjeu à se réapproprier ça en allant visiter les paysans autour de chez nous, de renforcer ce lien ville-campagne, de retrouver la confiance en qui nous nourrit. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait beaucoup. De faire des concours de cuisine, parce que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on sait pas cuisiner, et ça c'est aussi très important de le dire. On a toujours tendance à vouloir éduquer les pauvres parce que dans ces quartiers il y a du diabète, il y a de l'obésité, mais non, en fait ils savent très très bien cuisiner. Il y a quand même une problématique de produits, et ce qu'on disait sur la banque alimentaire tout à l'heure, c'est une vraie difficulté. Il y a énormément de produits transformés dans la banque alimentaire, il y a quand même énormément de soda, de produits sucrés. Donc voilà, il y a vraiment une réflexion à avoir, mais qui est menée déjà au niveau de l'État et de plein d'associations pour trouver une autre manière en fait d'accéder à l'alimentation. Et là, il y a une première réflexion qui commence un peu à percer avec cette histoire de chèque alimentaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que l'aide alimentaire ne serait plus liée au gaspillage. Moi, c'est ça qui me dérange fondamentalement. Pourquoi, quand on n'a vraiment pas d'argent, on a droit qu'au reste, que ce que nous, là, autour de cette table, on n'a pas voulu acheter? Pourquoi on a droit d'avoir des calendriers de l'Avent au mois d'avril? Donc voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe là-dessus, et je préfère qu'on se questionne sur la surproduction plutôt que sur le gaspillage et trouver des personnes pour écouler tout ça. Alors après, il y a de l'espoir.
nous, on le voit sur VRAC, les groupements se développent, on a vraiment plusieurs milliers de personnes à travers le territoire, on a monté 10 associations dans les banlieues, donc les gens ont envie de bien manger, ils ont envie de retrouver ce goût-là, et comme le fait Christophe, on essaye d'encourager la cuisine, donc en organisant des concours de cuisine, et ça dès le plus jeune âge. Il y a un enjeu fondamental à travailler avec les enfants dans les écoles, c'est les consommateurs de demain, et ils sont aussi prescripteurs pour leurs parents, donc il faut carrément cuisiner, retrouver ce goût-là, mais en travaillant aussi des bons produits si on peut se les offrir. Merci. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se croisent dans vos différentes interventions. Pour prolonger ce que vous nous avez dit, j'ai envie de m'arrêter un moment sur cette question du coût de cuisiner, puisqu'on voit que la question de la cuisine, de se remettre à cuisiner, de l'envie de cuisiner, elle est au centre de notre discussion. Et du coup, je vais me tourner vers l'économiste, vers France Caillavet. Qu'est-ce que vos travaux nous disent sur justement ce coût de cuisiner, en lien avec ce que Boris Tavernier vient de nous dire? Et désolé pour le lapsus entre Paris et Lyon tout à l'heure. Oui, je suis tout à fait en accord avec ce que vient de dire Boris sur le coût de cuisiner. En fait, cuisiner maison, c'est devenu quand même une recommandation du PNNS, du dernier plan national nutrition santé. Il faut dire, donc, sur le plan de la qualité nutritionnelle, il semble qu'on obtienne une meilleure qualité nutritionnelle sur le cuisiner maison. Et on a trouvé qu'il était associé à une consommation plus forte de fruits et légumes. Donc effectivement, ça a cet avantage-là. Par contre, si on adopte la définition économique du coût complet qui comprend le coût financier et le coût en temps, c'est pas évident du tout parce qu'il y a une étude qui a comparé justement les dépenses en temps et en argent du cuisiner maison par rapport aux principaux plats préparés industriels comme le cassoulet, le couscous, etc. Et on a trouvé en fait une économie monétaire très faible. Ce serait de l'ordre de moins d'€1 pour 4 portions. Donc en fait, un coût monétaire inférieur de moins d'€1 pour 4 portions, ça représente effectivement pas un avantage économique indéniable, mais on ne comptabilise pas le coût du temps passé à cuisiner et à faire les courses. Et là, ça a été estimé à 5,30 €. Donc à ce moment-là, ça ne vaut absolument pas la peine en termes stricts monétaires et dépenses de temps. Et en plus, la répartition de ce temps est fortement déséquilibrée. On sait qu'il est à 75% féminin. Donc en définitive, le cuisiner maison, ça a d'excellents arguments en termes de meilleure qualité nutritionnelle, parce qu'on peut effectivement avoir de meilleurs produits de base. Par contre, il ne faut pas s'imaginer que sur le plan économique, ça soit forcément plus intéressant, si on compte le temps qu'on y passe. Et le temps a une valeur économique, il n'y a rien à faire. Donc s'il n'y a pas un argument, comme le dit Boris Tavernier, de plaisir à le faire, de réappropriation, ça ne sera pas un comportement qu'on pourra développer. Oui, tout à fait. En vous écoutant les uns les autres, du coup, c'est la question que je me pose et que j'ai envie de vous poser à tous. Le titre de notre table ronde, c'est « Bien manger pour tous, à quel prix ?» Et on voit qu'au-delà du coût économique, il y a cette question du coût temporel, des ressources temporelles, et ces ressources temporelles qui peuvent aussi peser sur les plus pauvres, sur les plus défavorisés. Est-ce que vous pensez que cette question des ressources temporelles, elle est un frein, justement, pour les plus défavorisés? Est-ce que dans les actions que vous mettez en place, c'est quelque chose sur lequel, sur le terrain, vous butez? Est-ce qu'il y a des manières d'y remédier? Qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres? Je ne sais pas, Christophe Hay, Boris Tavernier, Christophe Hay? J'aimerais retenir par rapport à tout ça et par rapport aux différentes interventions qu'on a pu avoir, souvent on associe le fait d'avoir des faibles revenus et d'avoir des produits de moindre qualité. Souvent, c'est un peu classé dans cette case-là. Moi, ce que je peux retenir, c'est qu'on s'est perdu justement un petit peu dans cette malbouffe, on va dire, des années 80 jusqu'aux années 2010. Et malheureusement, ça a impacté tous les foyers. Parce que qu'on ait de l'argent ou pas d'argent, on s'est mis à manger de façon différente. Moi, aujourd'hui, j'ai plaisir
à acheter des produits déclassés, de moindre qualité. J'ai 2 étoiles Michelin aujourd'hui, j'achète des œufs qui seraient vendus 5 centimes, excusez-moi, qui seraient vendus 5 centimes à mon producteur d'œufs parce que cet œuf, il a la coquille qui est un peu mal formée et puis et du coup, ça va se retrouver dans de la production pour les animaux ou des choses comme ça. Moi, j'ai plaisir à acheter ces œufs le même prix que j'achèterais un œuf rond, joli, parce qu'en fait, j'ai aussi envie d'aider mon producteur. À côté de ça, j'ai une très grosse ferme à côté de chez moi qui est en bio, qui jette régulièrement des oignons, des courges, des carottes. Ils les jettent. Et je dis bien ils les jettent parce que finalement, avec les Restos du Cœur, ça leur reste sur les épaules parce qu'il n'y a plus personne qui a envie de prendre des légumes pour les cuisiner à la maison. Donc moi j'insiste bien sur le fait qu'aujourd'hui, et très souvent ça me touche, c'est pas parce que j'ai 2 étoiles Michelin que j'ai pas été sensible au coût de l'alimentation et que je ne le suis toujours pas en fait. Moi concrètement, mes parents étaient ouvriers et on a toujours bien mangé parce que ma grand-mère a toujours cuisiné, ma maman a toujours cuisiné et aujourd'hui j'ai aussi envie de bien cuisiner à la maison pour mes filles et mon épouse. Je pense que franchement aujourd'hui ce qui est important c'est voilà, tout ce qu'on va pouvoir nous montrer et à la télé parce qu'on voit que voilà, il y a quand même eu pas mal de spots publicitaires pour inciter les gens à manger des fruits et des légumes frais. En tous les cas, je pense que ce n'est pas qu'une question d'argent et on le voit, hein, c'est tout bête ce que je vais vous dire, mais moi je suis allé avec mon papa glaner dans les champs hein, et je l'ai fait. Je suis allé glaner des poireaux, je suis allé glaner des oignons, je suis allé glaner du maïs pour donner à manger aux lapins et aux poules qu'on avait à la maison. Voilà, c'est tout bête ce que je vous dis là aujourd'hui. Mais regardez quand on est en train de récolter des champs, est-ce que vous revoyez encore des gens qui vont glaner dans les champs? Non, parce que c'est une action qui est honteuse. Et puis en plus, il faut mettre les mains dans la terre. Donc je pense que ça, c'est rien que des petites choses comme ça qui parfois on a un peu oublié et qui, par exemple, pourrait être une solution. Et en tous les cas, je pense que le jour où on aura justement ce lien fort tous les uns entre les autres et de se dire plutôt que de mettre ces légumes sur le tas de fumier, on va aller les distribuer. Alors il y a plein d'associations qui sont en train de se mettre en place et ça c'est super, il faut les mettre en avant, il faut les valoriser, il faut les aider. Parfois, il manque de moyens aussi pour aller distribuer ce genre de légumes. Mais en tous les cas, plus on va s'associer les uns les autres et plus on va pouvoir éviter justement d'avoir de la gaspille et de pouvoir avoir ces légumes qui soient mis sur le tas de fumier au lieu d'être valorisés. Puisqu'on parle gaspillage, effectivement, Geneviève Pierre, j'ai envie de vous passer la parole. Hein. Vous avez tout à l'heure évoqué les initiatives qui étaient mises en place, notamment par des associations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, justement, je voulais tout à fait rebondir sur ce qui vient d'être dit. Il y a effectivement, comme cela vient d'être souligné, il y a un certain nombre d'associations, on va dire plutôt éco-responsables, éco-citoyennes, dont le but n'est pas forcément l'aide ou l'assistance alimentaire à d'autres personnes, mais qui se sont organisées, ou alors des individus qui vont revendiquer de pratiquer le glanage et sans qu'ils en aient besoin pour eux-mêmes en fait. Hein. C'est pas une nécessité économique pour eux. Ils pourraient faire autrement, mais il s'agit aussi bien de revaloriser un geste qui est celui du glanage, qui était un petit peu devenu un geste un peu honteux, de revaloriser une pratique qui permet aussi de revaloriser des produits. Et dans le type de mouvement dont je parlais tout à l'heure, alors il y a effectivement des mouvements qui sont parfois de glanage, qui sont extrêmement militants, à la limite de la légalité. Bon, je pense au mouvement Freegan, par exemple, qui vont aller parfois jusque dans les poubelles des grandes et moyennes surfaces pour récupérer des kilos et des kilos d'aliments encore emballés. Et à la limite, plus il s'agit d'aliments de type un peu festif, luxueux, etc., plus on va retrouver ces aliments emballés, parce que c'est le genre dans le marketing, on va dire, c'est le genre de produit qui ne supporte aucun défaut. Donc parfois,
fois pour un défaut d'étiquetage, on a mis ça à la poubelle. Donc ça, il le rencontre. Alors je dis ça parce qu'on a des étudiants qui ont suivi des friganes, donc ils ont vu un peu comment ça se passait. Bon, ça c'est quand même à la limite de la légalité. Il y a de façon plus établie des associations qui s'organisent de glanage à la fin des marchés, par exemple. À la fin des marchés. Alors, il y a des gens qui glanent librement, on va dire, et pour eux-mêmes. Il y en a qui organisent cette activité de glanage. J'ai même repéré l'association française de cuisine amateur qui, à Paris, va organiser, parce qu'en ce moment c'est un peu difficile, mais organiser des cours gratuits pour ceux qui voulaient bien, pour récupérer les fruits et légumes à la fin du marché, ou les produits qui allaient être jetés ou qui n'étaient pas vendus à la fin du marché, pour préparer des repas en commun, cuisiner en commun, et puis éventuellement chacun ramène son produit à la maison à la fin. Et puis on voit même s'organiser des entreprises, en fait, des entreprises sur le créneau de la récupération, du recyclage, de la revalorisation du produit alimentaire, on va dire en surplus. Donc alors soit en surplus, soit qu'il y a un défaut, soit la problématique des légumes moches, etc., ou des fruits ou des légumes moches, donc qui ne sont pas calibrés, on va dire, et qui sont un peu rejetés des circuits de distribution alimentaire classiques. Et alors un exemple, c'est Cuisine Rebelle. Donc il y a une marque qui s'appelle Confiture Rebelle, avec une étiquette. C'est une entreprise qui a été créée en 2014, qui travaille aussi dans l'économie sociale et solidaire de l'insertion pour l'emploi, qui vise à faire des confitures avec des fruits et des légumes invendus. Donc on va les vendre alors dans des épiceries, mais pas forcément dans les épiceries sociales et solidaires, parce que c'est pas forcément donné comme type de confiture. C'est des confitures inédites parce que c'est fait avec ce qu'on a trouvé sur le moment, alors avec des mélanges, qui peuvent être inédits parce que c'est fait avec ce qu'on a trouvé sur le moment, et qui permettent de réinsérer, de former, de requalifier des personnes qui étaient éloignées de l'emploi. Et donc là, on voit à la fois la dimension inclusion sociale de la cuisine, de la gastronomie, tout en requalifiant en même temps des produits alimentaires qui étaient considérés comme déformés, qui allaient aller au rebut, etc. Donc là, on a cette double dimension, à la fois de requalification de parcours professionnel et de requalification d'un produit qui était moins bien considéré, on va dire. Donc ça peut être intéressant aussi à mettre en évidence, cette dimension inclusion sociale par la gastronomie aussi, ou par la pratique culinaire. Merci. Je vais me tourner du coup virtuellement vers Boris Tavernier. Qu'est-ce que votre expérience justement au travers de l'association VRAC vous apporte sur ces questions? En fait, là, ça a été cité, c'est vraiment ce côté se regrouper, s'associer. Une VRAC, c'est ça. Plus on est nombreux, plus on peut acheter des gros volumes de produits, avoir des prix intéressants sans négocier auprès des paysans avec qui on travaille, payer au juste prix. Et donc, il y a de multitudes de projets qui existent, qui se développent en termes de distribution. Et effectivement, quand on est ensemble, on est beaucoup plus fort. Moi, j'ai pu voir des épiceries libertaires autogérées du côté de Saint-Denis, des magasins coopératifs qui poussent un peu partout en France, des groupements d'achat. Donc, quel que soit notre niveau, nos moyens, on peut se regrouper pour avoir un accès à l'alimentation. Et sur la cuisine, c'est la même chose. Au Québec, il y a 1500 cuisines collectives. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place là sur Lyon. On a récupéré une pharmacie qui déménageait dans un quartier populaire lyonnais qu'on va transformer en restaurant, avec une partie cuisine collective pour que les habitants, comme le disait France, c'est très, très, très féminin dans la quotidienneté, pour que les habitants, eux, puissent venir cuisiner ensemble. Parce que c'est aussi ce côté parfois difficile d'être seul chez soi pour cuisiner, les enfants dans les pâtes et beaucoup de choses à gérer. Et là, on imagine vraiment des cuisines collectives. On pourrait garder aussi les enfants dans le restaurant le temps que les mamans cuisinent et de repartir effectivement avec son plat pour nourrir sa famille le midi ou le soir. Et à côté de ça, une cuisine de restaurant pour celles qui le souhaitent, de pouvoir les embaucher, les salariés en insertion
pour pouvoir proposer dans le quartier aussi un plat du jour au prix d'un kebab ou d'un tacos. Parce que je fais le même constat que Christophe. Moi, ça fait 8 ans que je bosse dans les banlieues et j'en ai un peu marre de manger des kebabs. Donc, et puis surtout, les habitants ont aussi envie de remettre de l'économique aussi, dans les projets. On est beaucoup d'associations à solliciter les habitants dans les quartiers sous prétexte qu'ils ont du temps, parce que peu malheureusement travaillent. Il faudrait qu'ils soient bénévoles partout. Et il y a aussi cette volonté de pouvoir remplir le frigo. Donc là, on va essayer d'allier les choses, de cuisiner ensemble et aussi de pouvoir remplir le frigo plus facilement. Alors, je vous propose maintenant de revenir sur un thème qui est apparu naturellement en fait dans vos interventions, qui est celui de l'aide alimentaire. Quel rôle peut et doit jouer cette aide alimentaire dans la perspective de tout ce dont on est en train de discuter maintenant, c'est-à-dire rendre accessible là où les gastronomies pour les plus défavorisés? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qu'on peut faire? France Caillavet, par exemple. Mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit déjà Geneviève Pierre et Boris Tavernier sur le fait que on ne peut pas être d'accord avec le fait que le caractère de l'aide alimentaire lié au gaspillage, à la réduction du gaspillage, c'est quand même un petit peu gênant. En fait, le rôle de l'aide alimentaire, c'est celui d'une aide d'urgence qui doit être de caractère transitoire. Actuellement, elle n'a pas de lien avec l'inclusion sociale et elle est stigmatisante. Donc on ne peut pas considérer que ce soit c'est une politique de dépannage, une aide d'urgence. Le problème, c'est que, en plus, en termes de qualité nutritionnelle, elle est déséquilibrée en produits frais. Donc, ça n'est pas... Bon, c'est une aide d'urgence. Ça ne peut pas être un système pérenne. En fait, l'État s'est désengagé pour laisser le terrain aux organisations caritatives et ça ne peut être que du dépannage. Alors, le problème, c'est que ça concerne des millions de personnes. Ça concernait 6 millions de personnes en 2017. On estime que la période Covid a amené 30 à 50% de personnes supplémentaires. En fait, la précarité alimentaire concerne, 10 millions de personnes au moins selon les associations. Et l'aide alimentaire ne peut pas être un système pérenne. Donc il faut, je crois que Geneviève Pierre commençait à en parler, il faut une politique alimentaire pérenne comme de type de droit à l'alimentation. Alors certains chercheurs et acteurs de terrain, Dominique Paturel par exemple, parlent de la construction d'une sécurité sociale de l'alimentation. Et je crois que c'est une des pistes. Il faut une politique qui concerne tout le monde, l'ensemble de la population, et qui soit accessible en même temps aux populations défavorisées. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir sur ce que vient de dire France Caillavet? Oui, moi je veux bien enchaîner là-dessus. La problématique de l'aide alimentaire, c'est surtout la grande distribution. À qui profite le crime? Aujourd'hui, le budget de l'État part essentiellement en défiscalisation pour les grandes surfaces. La banque alimentaire ne peut pas refuser ce que lui donne la grande distribution. L'association caritative ne peut pas refuser ce que lui donne la banque alimentaire. Et en bout de course, le bénéficiaire se retrouve avec un panier qu'il n'a pas choisi, qui est vraiment contraint. Donc il y a beaucoup aujourd'hui, tout ça a été vraiment reconnu par l'État. Il y a le rapport IGAS de 2019 sur l'aide alimentaire qui est vraiment très, très, très bien fait. Et on a découlé une année de réflexion, d'échange, de consultation sur l'aide alimentaire. Aujourd'hui, il y a plein de projets. Il y a les jardins de Cocagne, le Secours catholique aussi qui met en place des choses. Il y a des épiceries sociales et solidaires de l'UGES, des groupements d'achat comme VRAC, qui militent vraiment sur cette question d'accès digne à l'alimentation, que chacun puisse vraiment s'émanciper et qu'on démocratise tout ça. Et effectivement, la seule piste, alors cette question de chèque alimentaire qui arrive, on a milité aussi auprès de députés pour que ça soit universel. Cette question d'universalité d'accès à l'alimentation me paraît assez indispensable. Et aujourd'hui, le seul projet sur la table qui tient la route, selon moi, c'est vraiment cette sécurité sociale de l'alimentation, où chaque Français aurait vraiment un budget alloué pour acheter des bons produits qui seraient fléchés, réfléchis en commun vers en tout cas des magasins qui seraient certifiés, quoi. Ça peut soutenir le monde paysan, créer de nouvelles filières et permettre à tout le monde de bien manger. Il faut réussir à voir ça comme un investissement et pas comme un coût. Aujourd'hui, il y a des dépenses de santé liées à une mauvaise alimentation qui sont délirantes. Donc, il y a vraiment une urgence à changer là-dessus.
il y a encore beaucoup de freins, beaucoup de lobbies. Enfin, on voit encore la FNSEA qui est encore bien bouchonné Paris ce matin. Ils sont systématiquement contre toutes ces propositions. Ils ne veulent pas changer leur manière de produire, alors que les consommateurs le demandent, que la planète le demande. Donc, il y a encore beaucoup d'enjeux de plaidoyer pour faire bouger les choses et vraiment encourager l'agro-industrie à travailler différemment. Est-ce qu'en plateau, Geneviève Pierre, Christophe F., vous souhaitez réagir sur ces questions ? Je veux bien juste compléter ou apporter d'autres éléments par rapport à ce qui vient d'être dit. C'est la question de la justice alimentaire qui est posée et ne pas oublier qu'elle est à double front, c'est-à-dire qu'elle est du côté effectivement de certains consommateurs qui, dans le système actuel, ont un accès difficile à une alimentation de qualité, mais de l'autre côté aussi, ne pas oublier les producteurs, certains producteurs agricoles, maraîchers, bio ou pas bio, etc., ont du mal à vivre correctement aussi de leur métier. Et donc, c'est organiser un système de justice et de solidarité qui soit sur ces doubles fronts-là, en fait. Hein. Et c'est le principe même de la justice alimentaire. Alors, d'un point de vue très pragmatique, il y a certaines organisations comme les épiceries sociales et solidaires, hein, l'Association nationale des épiceries sociales et solidaires, qui essaie justement d'organiser ou de mettre en place des systèmes de double solidarité, à la fois avec des populations précaires et des producteurs agricoles en difficulté, pour permettre à la fois aux producteurs agricoles de gagner leur vie correctement et de l'autre côté d'alimenter des circuits alimentaires pour des populations plus vulnérables avec des produits de qualité. Mais c'est des situations, on va dire, qui sont intéressantes, et c'est des systèmes qui sont intéressants, qui se construisent dans l'économie sociale et solidaire, mais qui sont des actions ponctuelles malgré tout, en fait, hein, même si elles sont extrêmement intéressantes et qu'elles mériteraient d'être développées. Je pense aux projets unitaires, par exemple. Il y a aussi des liens entre... alors, ça concerne peut-être Boris Tavernier qui doit connaître ça, entre les Biocoop et les épiceries sociales et solidaires en région Rhône-Alpes notamment, voilà, des sortes d'actions en commun qui permettent d'alimenter autrement. Alors c'est plutôt alimenter autrement l'aide alimentaire en fait, plus que créer un système plus global de justice alimentaire, mais bon, c'est des expériences intéressantes aussi. Boris Tavernier, vous vouliez réagir sur ce qui vient d'être dit ? Oui, mais complètement. Et ce qui est embêtant parfois, c'est que même les grosses structures de l'aide alimentaire, que ce soit les Restos du Cœur, le Secours Populaire, travaillent aussi de cette manière-là. Le Secours Populaire travaille avec des AMAP dans le sud de la France. Les Restos du Cœur ont créé aussi des jardins. La Croix-Rouge, pareil, mais ils n'en parlent pas, ou très très peu. Les Restos du Cœur ont pu casser des conventions avec de la grande distribution qui leur donnait vraiment des produits honteux, mais ils n'en parlent pas non plus. Il y a toujours une crainte de ne plus rien avoir, en fait, de ne plus pouvoir avoir de produits à donner à des millions de personnes. Et je pense que c'est contre-productif, que parfois il faut oser dire non, en fait. Je me souviens de Jordan à Soumoulou, dans le sud-ouest, une initiative que j'avais visitée, qui était bénéficiaire de l'aide alimentaire, et il entendait toujours, bah oui, mais bon, mieux vaut ça que rien. Et lui, il a dit, bah non, en fait, on préfère rien que ça. Et je pense aussi que les banques alimentaires, les Restos du Cœur ont cette force-là de dire non à la grande distribution, non à l'industrie agroalimentaire sur certains produits qu'ils pourraient recevoir. Moi, j'ai tenté de militer, mais je n'ai pas assez de charisme pour en tout cas que la grande distribution ne puisse plus défiscaliser sur des produits gras ou transformés. Mais là, même la banque alimentaire défend ça. Elle dit, ben non, si on demande ça, on n'aura plus rien. Donc voilà, il y a quand même aussi un gros travail de plaidoyer au-delà de l'action de terrain. Il y a plein de projets super beaux qui se montent et je vous invite à les découvrir dans un très beau livre qui sort la semaine prochaine. J'en ferai la promo tout à l'heure. Mais voilà, ça doit être lié à un plaidoyer politique, qu'il soit local ou national, pour vraiment que tout ça bouge. Merci. Avant de répondre à l'ensemble des questions, et d'ailleurs je vous incite
à poser vos questions pour qu'on les prenne ensuite. Je voudrais qu'ensemble on discute d'un dernier grand thème qui est apparu dans vos interventions. Et puis je vais me tourner vers Christophe Haine, notre chef cuisinier. Ce thème, c'est l'enjeu du plaisir et du partage dans la cuisine qu'on a vu dans certaines de vos interventions. Et de voir ensemble quels sont les enjeux finalement autour de cette créativité culinaire qui est apparue dans certaines de vos interventions, la dimension hédonique aussi, du plaisir, et il est capable de retrouver, enfin il est possible de retrouver ces dimensions, même avec des produits défraîchis, ou peut-être même surtout avec des produits défraîchis qui peuvent pousser à imaginer des choses nouvelles, sous réserve qu'on ait les savoirs ou qu'on soit accompagné pour les cuisiner. Christophe, qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, moi, je pense réellement qu'aujourd'hui, se retrouver dans une cuisine et passer 1 heure à préparer le repas du midi ou du soir, dans certains foyers, c'est problématique. Et on n'a pas envie de le faire. Et encore une fois, moi je trouve que si de nouveau, justement, on avait des petits ateliers pour retrouver cette envie de cuisiner, et notamment sur des fins de marché, parce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui s'alimentent très très mal, malheureusement, et encore une fois, pour moi en tous les cas, ce n'est pas parce que le produit il est fané ou il a une tache ou on ne l'a pas vendu donc on le jette, c'est pas parce qu'il est moins beau qu'il va être moins bon. Et souvent, je trouve qu'on a toujours tendance à dire que parce qu'un légume il est moins joli, il va avoir le moins d'apport bénéfique pour le corps. Ça, je pense que c'est des choses qui, malheureusement, on met trop souvent dans une case, là, il faut le détruire parce qu'il n'est pas beau. Moi, encore une fois, je vois souvent des tracteurs broyer des champs de courgettes alors qu'il y a encore plein de courgettes dedans parce qu'on a estimé que là, maintenant, c'était fini, c'était plus la saison et que plutôt que de les vendre à un prix un peu plus intéressant, il vaut mieux le détruire. Et je trouve que pour le coup, là, on est en train de détruire de la nourriture et on est en train de détruire des produits qui auraient pu servir justement à alimenter des foyers dans des quartiers nord de grandes villes. Moi, pour le coup, parfois, ça me fait du mal et même très souvent, ça me fait du mal. Donc, je pense que surtout là, aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'inciter justement, et encore une fois, c'est pas qu'une histoire de maman qui doit cuisiner. Je pense qu'il y a aussi aujourd'hui une mixité dans les foyers où on peut inciter aussi aussi bien le papa que les enfants aussi à cuisiner, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants aussi qui prennent du plaisir à aller cuisiner, et qu'encore une fois, c'est pas parce que on n'a pas beaucoup d'argent qu'on ne doit pas justement retrouver cette sensibilité. Donc on essaie de le faire de plus en plus, et on voit qu'il y a de plus en plus de chefs qui s'engagent dans ce sens. Moi notamment, et comme beaucoup de mes collègues, dans la période de Noël, j'aime bien aller cuisiner justement pour les personnes de la rue, parce que plutôt que de faire un grand dîner avec des personnes chics qui vont apporter de l'argent pour l'association, alors ils en ont besoin, toutes les associations en ont besoin, je préfère justement aller cuisiner pour les personnes de la rue qui, eux, malheureusement, manquent très souvent d'une bonne alimentation, parce que tout simplement, ils n'ont pas d'endroit tous pour aller cuisiner et pour essayer de s'alimenter correctement. Donc voilà, c'est des choses qui moi aussi me touchent, et malheureusement ça fait maintenant 7 ans que je fais des choses avec les Restos du Cœur, et ça fait 7 ans que je vois les mêmes personnes qui sont depuis 7 ans dans la rue et qui s'alimentent toujours très très mal. Ça, c'est des choses qui me touchent, et en tous les cas j'ai envie de leur apporter ce petit bonheur. Alors malheureusement, je ne peux pas le faire toutes les semaines et je ne peux pas le faire tous les mois avec eux, mais voilà, ça me fait plaisir de m'investir dans ce sens. Voilà, il y a aujourd'hui, je pense, de nombreuses associations qui sont là pour essayer de soutenir ce genre d'initiative. En tous les cas, il faut être encore plus nombreux, parce que, encore une fois, je pense qu'il y a de nombreux produits qui peuvent être récupérés. On parle souvent des grandes surfaces, mais il n'y a pas que ces endroits-là qui jettent des produits, malheureusement. Et il y a également les producteurs qui jettent des produits.
Et quand on aura réussi à créer ce lien et qu'on aura réussi à recréer cette envie de cuisiner, cette envie de préparer, ne serait-ce qu'une soupe, c'est rien du tout une soupe, sauf que dans cette soupe, vous allez avoir une multitude de vitamines qui vont nous servir justement à tenir toute une journée. Parce que voilà, l'apport va être là et l'apport nutritionnel va être là. Donc moi, vous savez, juste une soupe de légumes avec du riz ou avec voilà, une pâte ou quoi que ce soit, pour moi, c'est déjà la base d'une alimentation saine. Merci. Merci. Effectivement, on revoit le lien dans votre propos avec le gaspillage et on voit la manière dont cette question du gaspillage, elle est très liée à cette question du bien manger pour tous qui nous réunit dans cette table ronde. Le dernier point qui m'interpelle dans l'ensemble de vos interventions, c'est celle des compétences. C'est comment je fais. C'est-à-dire que je suis tout à fait convaincu de tout ce que vous venez de nous dire sur la manière dont je peux, par exemple, faire une soupe avec ces produits qui sont défraîchis. Mais si je ne sais pas faire une soupe, comment je peux être accompagné? Comment je peux savoir quoi faire de ces produits? Vous nous disiez tout à l'heure, par exemple, certains légumes qui ne sont pas utilisés, qui peuvent être donnés dans le cadre de l'aide alimentaire. Comment est-ce que dans le cadre de vos activités, comment des associations accompagnent parce qu'il faut aussi potentiellement des savoir-faire pour savoir quoi faire de ces produits. Je ne sais pas qui d'entre vous... Il y a de nombreux tutos aujourd'hui qui sont faits pour ça, mais c'est bête ce que je vais vous dire, mais très honnêtement, quand on regarde déjà notre façon de consommer et notre façon d'être de tous les jours, on a tous un écran plat à la maison, on a tous des téléphones, c'est devenu... moi, c'est des choses qui sont pour moi parfois un peu aberrantes, mais bon, voilà, chacun fait un peu... avec l'évolution de notre façon de consommer. Mais si vraiment on avait cette envie de cuisiner, très honnêtement, il y a nos amis Internet où il y a de nombreuses choses qui sont là et qui peuvent nous apporter des supports pour faire des recettes très simples avec des produits très simples. Et je pense que si on a ce qu'il faut et ce qui est important, et je pense on l'a tous dit, c'est qu'il faut surtout inciter les foyers à de nouveau cuisiner et cuisiner avec le panier qu'on va pouvoir avoir, avec les produits qu'on va pouvoir avoir, ne serait-ce que dans notre petit garde-manger, voilà, une petite boîte de conserve avec des choses très simples, mais en tous les cas, l'idée en soi, c'est vraiment de retrouver cette sensation de cuisiner. Merci. Je vous propose maintenant de donner la parole à l'ensemble de nos auditeurs et de prendre les questions. Kylian, est-ce que tu as déjà des questions? Oui, tout à fait. Nous avons Madame Paul Chamusy de Lyon qui m'a envoyé un long message au sujet des différents marchés. Et elle explique pour sa part qu'avant tout, la notion de bien manger et de prendre le temps d'aller au marché est avant tout une problématique justement de temporalité. Le temps d'aller au marché, le temps de faire la cuisine, le temps de tout préparer, c'est vraiment prendre du temps. Est-ce vraiment l'avis de tous les intervenants? Allez, on est parti là. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui nous touche tous en fait. Est-ce que vraiment aujourd'hui, on prend le temps justement de recuisiner et on prend le temps et on a cette vraie volonté de prendre le temps à cuisiner? Est-ce qu'on a calculé, et je pense que notre téléphone aujourd'hui est encore plus intelligent que nous parce qu'en fait, il calcule le temps où justement on passe à être au téléphone. C'est fou, hein, mais est-ce que justement, si on calculait ce temps qu'on passe sur notre téléphone et qu'on le reprenait à passer le temps à cuisiner, est-ce que finalement on ne se dirait pas, c'est vrai que dans une semaine, j'ai passé 3 heures à être sur mon téléphone et que finalement, c'était peut-être pas plus mal de passer ces 3 heures à être en cuisine, à toucher des produits, à échanger aussi avec les gens qui m'entourent. Voilà, je pense que tout ça, il faut remettre les choses un petit peu dans leur contexte et revoir aussi notre façon d'agir tous les jours. Moi personnellement, en fait, et je le dis, et c'est vrai que parfois ça m'énerve. Je m'énerve tout seul, en fait, du temps que je peux passer sur mon téléphone, vraiment. Et malheureusement, j'ai plus le choix à mon stade, mais en tous les cas, je trouve ça aberrant le temps que je peux passer sur mon téléphone. Et quand j'ai 5 minutes, j'ai un bout de jardin de rien du tout chez moi à la maison.
pour moi personnellement, mais je l'ai ce bout de jardin parce que j'ai envie de cuisiner, j'ai envie de voir mes légumes pousser et j'ai envie d'essayer de faire quelque chose. On le voit avec les jardins partagés, on le voit avec toutes ces choses-là. Je pense que ça, c'est rien que le fait d'avoir envie de s'évader et d'avoir envie de cuisiner ou d'avoir envie de produire son propre légume. Déjà, c'est une façon de dire j'en ai marre de passer autant de temps sur mon téléphone et j'ai envie de faire autre chose, quoi. Oui, tout à fait. Moi, je vais me permettre une réaction aussi en tant que sociologue avant de vous redonner la parole. En fait, ce que montrent nos études, c'est que le nerf de la guerre, c'est le plaisir, c'est ce qu'on évoquait avant, et que la situation, elle est en réalité très différente selon la cuisine un peu contrainte du quotidien, de la fin de journée. Quand vous êtes une mère de famille monoparentale avec 3 enfants qui rentraient du travail, c'est peut-être plus compliqué de trouver ce temps-là. Mais en revanche, dans les week-ends, dans les moments plus familiaux, il y a un temps qui peut être réinvesti et dans lequel on trouve plus facilement ce plaisir dont vous nous parlez. C'est ce que montrent la plupart des études et où là, il y a probablement des arbitrages qui sont possibles. En tout cas, c'est ce que vous nous dites. Est-ce qu'il y a d'autres, certains d'entre vous veulent réagir ou avant de prendre une autre question? Il y a France qui a levé la main, je crois. France? Oui, en fait, tu viens de dire, Thibault, ce que j'allais dire sur le fait que les contraintes de temps ne sont quand même pas les mêmes pour les uns et pour les autres. Et notamment, le cas des familles monoparentales est connu pour être particulièrement difficile parce qu'il y a peu de ressources monétaires et peu de ressources de temps. Donc, il faut effectivement que le plaisir de cuisiner fasse que le temps de cuisine est considéré comme du loisir, ce qui n'est pas encore le cas pour la majorité, enfin, pour pas mal de personnes, je pense. Voilà. Kylian, on prend une autre question. Oui, Thibault, deux questions qui se recoupent. Une question de Clémente qui demande comment pourrions-nous obliger tous les acteurs concernés par le gâchis alimentaire à justement ne plus gâcher. Et puis Madame Turnifère de Nantes qui dit qu'il faudrait certainement que nos politiques inscrivent le droit à l'alimentation dans la loi pour que le besoin de s'alimenter ne relève pas seulement de la charité. Ce qui est intéressant, il faudrait revenir sur, on va peut-être pas revenir sur la construction de la loi de 2016 sur la prévention du gaspillage alimentaire, qui a donné un certain nombre de chiffres, mais il y a des travaux qui ont été faits, des thèses qui ont été faits sur la construction des chiffres, notamment du gaspillage alimentaire, qui tendent à reporter la faute sur le consommateur final, un peu. On va dire que plus du tiers, à peu près un tiers du gaspillage alimentaire, disons que les volumes de gaspillage alimentaire seraient liés au consommateur final. Et en fait, dans la construction de ces chiffres, qui sont les chiffres donnés par l'ADEME, et qui ont été ensuite cités par les uns, par les autres, et à force de les citer, ça a valeur de vérité. Il y a une thèse qui a été faite, qui revient sur la construction de ces chiffres, dans quel cadre ça s'est fait, et qui montrait qu'en réalité, l'industrie agroalimentaire avait tendance à dire « ah ben c'est pas de notre faute, etc. » Les producteurs agricoles de base disaient « ah mais nous on a des pertes, c'est pas du gaspillage alimentaire, c'est autre chose, etc. » Et donc, in fine, c'est le consommateur final qui est considéré un peu comme responsable du gaspillage alimentaire, parce que c'est très facile d'aller repérer le volume des biodéchets qui sont dans les déchetteries. C'est un chiffre qu'on peut avoir assez simplement, assez facilement, alors que d'autres pertes dans l'ensemble de la chaîne alimentaire, on n'arrive pas forcément à les tracer. Et alors ce que je veux dire par là, c'est que de traiter la question du gaspillage alimentaire uniquement par le consommateur, par le comportement du consommateur, effectivement c'est important de réapprendre à cuisiner, etc. C'est oublier en fait qu'on a tout un système aussi de production alimentaire, d'organisation de la chaîne alimentaire qui organise le surplus, l'abondance et l'excédent. Et donc, d'une certaine façon, on ne traite pas ce problème-là à la base du productivisme, du surplus, de la production de l'abondance et de gérer la production de l'abondance. Et c'est bien ça, en fait, la difficulté. Alors après, peut-être qu'on peut positiver le système en disant, ben, si le consommateur, on le considère comme responsable, que le consommateur soit vraiment responsable, qu'il prenne vraiment des responsabilités, qu'il s'organise,
organise, qu'il soit en mesure de peser. Bon, sauf que le consommateur, c'est des millions de personnes, ils ne sont pas toujours très bien organisés, etc. Bon, voilà. Et ça, c'est une des difficultés quand on parle du gaspillage alimentaire, c'est qu'on peut trouver tout un tas d'explications, de solutions, etc. Rarement, on pose la question d'un système alimentaire dans sa globalité qui produit, qui est construit pour produire en fait de l'abondance et des excédents. Parfait, rien à ajouter. Du coup, on a répondu. Kylian, est-ce que... Oui, pour continuer malgré tout le sujet qui était abordé, Madame Natacha Monnier évoque qu'il serait peut-être intéressant de réfléchir à rapprocher les acteurs des CCAS, de la CAF, les différents acteurs de l'aide alimentaire et les acteurs agricoles, des différents réseaux qui existent, tels que les AMAP par exemple, afin de réfléchir à un travail vraiment mis en commun. Il y a beaucoup de... Là, déjà, il y a tout le monde se retrouve au sein du très joli COCOLUPA, c'est le comité interministériel de lutte contre la précarité alimentaire, où là, il y a tous les acteurs, les syndicats de paysans, l'aide alimentaire, des représentants des grandes surfaces. Il y a des échanges. Les États généraux de l'alimentation, il y a 4 ans, c'était ça. J'étais à la table avec mon petit projet BRAC dans les banlieues, à côté de la Fondation Carrefour, à côté de la FNSEA, et avec plein d'autres. Donc, il y a eu des échanges, mais on a toujours du mal à se comprendre. C'est surtout ça le problème. Et on n'arrive pas à trouver un enjeu commun, en fait. Chacun va tirer la corde à lui, et la difficulté, c'est surtout ça. Chacun fait des constats différents, chacun prêche pour sa paroisse, et malheureusement, on n'avance pas. Donc, il y a des lieux qui existent. Il y a beaucoup de cousinades aussi. Moi, j'appelle ça des cousinades. On se retrouve tous chaque année pour parler d'alimentation, avec souvent les mêmes intervenants et le même public, et puis parfois on échange. mais on a un peu du mal des fois à sortir aussi d'un entre-soi. Donc, je pense qu'il y a vraiment un enjeu à ce que la parole des consommateurs pèse plus, à ce qu'on leur donne beaucoup plus la parole et que le consommateur puisse faire pression. Enfin, c'est Olivier De Schutter, ancien rapporteur des Nations Unies à l'alimentation, qui dit on vote 3 fois par jour aussi, en consommant, avec notre acte de consommation. Donc c'est aussi comme ça qu'on peut changer les choses. Kylian, une autre question ? Bien sûr, une question qui sera par contre vraiment d'un autre ordre. Adrien Robin demande si finalement les coûts liés à la santé dus à la malnutrition ont-ils déjà été calculés ? C'est peut-être un sociologue qui peut répondre à ça. Pour moi, c'est plus une question d'économiste. J'allais renvoyer vers France qu'il y avait. Je ne sais pas si, France, tu as des éléments ? Oui, ils ont déjà été calculés. Je ne les ai pas en tête. C'est-à-dire qu'on a calculé, par exemple, le coût de l'obésité. Je n'ai pas les chiffres en tête. Ce qu'on sait, c'est que les coûts sont énormes. Je veux dire, si on les coûts en nombre de journées non travaillées, en coûts directs de santé, ils sont extrêmement importants, oui. Donc il est évident que l'action publique de prévention de la santé et d'amélioration de l'alimentation est une des actions prioritaires pour une économie. Et c'est bien le sens du programme national nutrition santé qui existe maintenant depuis les années 2000. Il y a des enjeux économiques absolument très forts. Le même Olivier De Schutter m'avait annoncé 100 milliards d'euros par an au niveau européen de dépenses de santé liées à la malbouffe. Je trouvais ça tellement dingue. Après, c'est hyper difficile à vraiment imaginer. Quand tu as une maladie cardiovasculaire, est-ce que c'est uniquement par rapport à ce que tu as mangé ou parce que tu n'as pas fait de sport? Enfin, c'est quand même très difficile. Mais nous, on a un vrai enjeu aussi, association qui milite pour cet accès à une alimentation de qualité. C'est vraiment ça. Le jour où on arrive à prouver aux politiques que l'euro que vous donnez en subvention à une association qui travaille là-dessus, en fait, c'est 2 € d'économiser sur des dépenses de santé. Là, on arrivera vraiment à quelque chose. Et on a beaucoup de mal alors, j'espère qu'il y a pas mal de chercheurs qui travaillent sur cette question-là, parce que c'est fondamental comme question, en tout cas pour moi. Oui, je vais compléter du coup en tant que sociologue. C'est une question importante, mais effectivement, c'est une question très compliquée, parce qu'en réalité, tout dépend de ce qu'on prend ou non en compte dans les conséquences. Et on peut le faire pour chacune des pathologies. Et toutes ces études d'impact, elles existent, mais elles reposent sur de nombreuses hypothèses. Et en fait, en réalité, c'est pas tant le chiffre qu'on obtient qui compte, parce qu'il est sujet à de nombreuses discussions, que l'ordre de grandeur que ça représente. Et c'est plus ça qui est intéressant. Effectivement, on voit que dans le cas de l'obésité, l'ordre de grandeur, il est extrêmement important.
Maintenant, quand on regarde en détail ces questions, en fait, ce qui compte en France, c'est surtout l'enjeu des inégalités sociales et le fait que derrière l'ensemble de ces aspects, de ces phénomènes, en réalité, on a de très fortes inégalités sociales, et c'est certaines populations en particulier qui sont touchées par ces pathologies et ces problèmes, qui vont recouper un certain nombre de difficultés. Et là encore, d'où encore une fois, l'enjeu de notre discussion, de cette table ronde et du bien manger pour tous. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Est-ce qu'on prend une autre question? N'hésitez pas encore à poser vos questions. Hein. On les prendra. Oui, est-ce qu'il y a encore des questions? Thibaut, tout à fait. Tout à l'heure, Christophe évoquait la notion du végétal. Certaines personnes soulignent, par exemple Bénédicte Pomarette souligne l'alimentation durable qui est égale à une valorisation de l'agriculture en général. Et elle se demande vraiment si il ne serait pas intéressant, dans la réflexion du coût de cette alimentation durable, d'ajouter le coût énorme du traitement de l'eau pour dépolluer les pesticides qui sont utilisés dans l'agriculture conventionnelle. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en tant qu'élément dans notre regard? Je pense déjà, on est en train de faire de gros progrès justement sur le fait de revenir à des sols sains. Et notamment sur les grandes cultures, hein, on le voit que les choses évoluent aussi dans ce sens, où avant on avait des hectares et des hectares de blé avec beaucoup de pesticides et des maïs qui pompaient le sol un maximum. Aujourd'hui, on voit que les cultures deviennent de plus en plus diversifiées. C'est aussi un milieu qui me touche particulièrement, hein, puisque je suis issu d'un milieu agricole, que j'interviens aussi à ce mouvement qui s'appelle AgriFood, et notamment pour inciter les jeunes agriculteurs à faire une agriculture raisonnée, et notamment sur des grandes cultures. On voit qu'il y a de plus en plus de légumineuses qui viennent sur ces cultures. Donc les légumineuses, c'est aussi une partie qui peut être cultivée à moindre coût derrière pour nous en consommation, mais qui ont aussi un intérêt, puisque du coup ils vont déjà par leurs racines venir recréer des galeries dans la terre, et ensuite par la fibre qui va être broyée sur cette terre, de nouveau l'enrichir. Donc je pense que avec les années qui vont venir, et avec cette façon justement de diversifier les cultures, on va pouvoir le faire à moindre coût. Alors après, je ne dis pas que c'est possible dans toutes les cultures et dans toutes les régions, mais notamment sur les grandes plaines de Beauce, on voit qu'il y a une vraie volonté justement d'être attentif à la terre et à justement pouvoir de plus en plus l'enrichir et arrêter d'utiliser autant de pesticides et autant de produits chimiques, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions déjà sur cette question? Est-ce que oui. Encore... Oui. Moi, je voulais juste ajouter que actuellement l'ADEME est en train à proposer une base de données Agribalise qui permet de prendre justement en compte le plus d'éléments possibles, et notamment la question de l'eau, pour affecter un impact environnemental à chaque produit alimentaire. Donc c'est quelque chose qui va être développé et sur lequel on va disposer de données déjà en partie maintenant et très prochainement. Voilà. Très bien, c'est effectivement intéressant comme piste. On voit que de nombreux travaux pourront être menés à partir de ces données. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, il y a toujours des questions et des avis sous forme de questions. Patrick Pierre Pettenuso, nous dit que savoir acheter est avant tout une notion d'éducation, de connaissance de la marque, afin de voir si ce sont des marques indépendantes et transparentes, qui sont même quelquefois en outre inspirées par des chefs. Qu'en pensez-vous? Il y a des organismes, hein, on le voit aujourd'hui, et notamment des guides. Je pense notamment au Goemio qui essaie justement de s'impliquer dans la sélection de produits pour inciter les consommateurs à acheter
des produits qui sont sélectionnés par ce guide. Je pense que de plus en plus, on tend justement à essayer d'orienter les gens à ne plus acheter spécialement une marque spécifique, mais justement un produit qui sera de meilleure qualité. Et encore une fois, je pense que ce n'est pas toujours qu'une histoire de coût. Après, si on va dans ces grands hypermarchés, bien entendu, on essaie de vous orienter au fait que plutôt que de sortir avec votre chariot avec 100 € dedans, vous allez ressortir avec 200 € dedans, parce que finalement, plutôt que d'acheter une carotte et une brosse à dents, vous allez vous retrouver à acheter aussi voilà, je ne sais pas, des gâteaux que vous n'auriez pas voulu prendre et que finalement c'était là en bout de gondole et que vous les avez pris. Je pense qu'encore une fois, c'est aussi une vraie volonté de se dire que finalement, ma priorité, c'est tel et tel produit et que je ne vais pas en sortir. Moi, je déteste aller dans ce genre d'endroit, donc je n'y vais pas et j'envoie mon épouse. Mais en tous les cas, pour moi, je pense que quand on a une volonté de prendre son caddie et de se dire que ma priorité, c'est mon kilo d'oignons et puis mes carottes et puis et mon paquet de pâtes, voilà, et ne pas en sortir de ça, quand cette priorité-là, elle est alimentaire et qu'on peut en plus faire une petite économie derrière pour pouvoir s'acheter quelque chose d'autre en fin de mois, je pense qu'on a gagné la priorité du bien manger et d'apporter un repas de bonne qualité. Est-ce qu'il y a d'autres réactions de l'un ou l'une d'entre vous? Est-ce qu'on prend une autre question? Non, Kylian, une question pour Christophe Hay, directement demandée par Clémente Lablanquette. Monsieur Christophe Hay, ne pensez-vous pas que de pouvoir aller de temps en temps au restaurant pour manger en utilisant des produits frais, cela valoriserait la cuisine à la maison? Oui, c'est vrai qu'en effet, parfois c'est aussi compliqué pour des personnes à moindre revenu de pouvoir économiser justement pour pouvoir s'offrir un restaurant et ça c'est je pense quelque chose de dur et que malheureusement encore une fois les choses qui sont les plus accessibles ça va être des fast-food ou des choses toutes prêtes et qui ne vont pas être spécialement de très bonne qualité. Aujourd'hui, encore une fois, je pense qu'au fur et à mesure, il y a des nouvelles tendances qui vont arriver et on le voit notamment avec cette envie justement, ne serait-ce que par des grands cuisiniers, d'avoir aussi une partie un peu bistrot, ce qu'on appelle la partie bistronomique. En soi, on essaie justement... nous, chefs, de créer ce genre de concept où on va pouvoir avoir une belle cuisine à un coût qui soit moindre. En tous les cas, c'est une volonté pour la plupart des chefs en France. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de se donner des priorités, en fait. Et je pense que c'est là aussi où c'est important, c'est quelles sont nos priorités dans notre vie, dans notre foyer, de se dire, est-ce que finalement... c'est pas mal de se créer aussi une petite tirelire et de se dire je vais avoir 20 ou 30 € à la fin du mois et ces 20 ou 30 € je vais pouvoir emmener mon enfant au restaurant dans une petite brasserie où on va pouvoir manger aussi un joli repas avec une belle qualité de produit. Je pense que c'est aussi une priorité des foyers d'économiser pour ça en fait. Et encore une fois, il faut retrouver cette sensation du goût, retrouver cette sensation de bien vouloir s'alimenter et que la priorité, ce n'est pas tout au numérique parce qu'on tend aussi à consommer énormément dans le numérique et tout ce qui est numérique, malheureusement, ça coûte très cher aussi. Ouais. Thibaut, il y a une question de monsieur Didier Michaud qui va finalement dans la continuité de ce que vient de dire Christophe. Et Didier Michaud demande s'il existe actuellement des opérations organisées par des restaurants étoilés pour faire découvrir ce type d'établissement à des familles plus modestes, à faible revenu. Alors moi, très honnêtement, à ma connaissance, on est quelques chefs parfois à mener ce genre d'action. Et malheureusement, c'est pas
c'est pas toute l'année et c'est vrai que c'est dommage. Mais encore une fois, on a aussi une économie qui fait qu'on ne peut pas non plus consacrer tout notre temps à ouvrir nos établissements ou à cuisiner aussi pour les gens à faible revenu. Mais en tous les cas, on voit que tous autant qu'on est sur tout le territoire français, il y a énormément de chefs qui s'engagent dans ce sens à essayer de cuisiner même des produits à moindre coût, mais à montrer justement qu'avec ces produits à moindre coût, on peut aussi créer cette envie de bien manger. Ouais. Donc on peut pas, je pense qu'on ne peut pas ouvrir un établissement étoilé et avec toutes les personnes qui sont là autour de nous, se dire que demain, notre restaurant étoilé va servir un repas à 10 € par personne. Économiquement, ça serait trop compliqué de le faire, mais en tous les cas, on peut créer cette envie dans un autre lieu et de bien cuisiner pour montrer qu'aussi, avec des produits à moindre coût, on arrive à faire des jolis repas. On l'a beaucoup vu pendant cette crise, pendant toute cette année. Il y a quand même, moi je le vois sur Lyon, énormément de chefs étoilés qui ont soit monté des kiosques solidaires et qui cuisinaient vraiment des menus. Alors évidemment que l'hyper-précarité ne peut pas acheter même un plat à 15 balles ou 20 balles, mais à des prix vraiment hyper intéressants. Et ça a quand même permis de démocratiser aussi cette bonne cuisine et de rapprocher le tout public avec des grands chefs. Et moi je les ai trouvés particulièrement engagés vraiment ces derniers mois. Il n'y a pas un marché où je ne voyais pas des grands chefs étoilés être présents, à mener des actions. Ils ont maintenant des food trucks, ils créent des food courtes aussi où on peut retrouver des versions peut-être un peu plus simplifiées de leurs plats et encore. Donc ça a quand même tendance à se démocratiser. Après, c'est normal que d'aller dans un restaurant 3 étoiles, oui, ça coûte cher parce que... Moi, j'ai eu la chance une fois, et effectivement, en faisant ce que Christophe disait, plutôt que de me faire un plat du jour très régulièrement, je mets de côté, ça a pris du temps, mais derrière, tu t'offres quand même un moment qui est hallucinant. Quoi. Donc, c'est aussi parfois des choix, quoi, et encore une fois, aller dans certaines enseignes de vendeurs de burgers, c'est quand même cher, au final. Est-ce que je voudrais juste faire une remarque, peut-être un aspect qu'on n'a pas trop évoqué, c'est l'enjeu de la restauration scolaire et du restaurant scolaire. Dans les écoles, les collèges, l'enjeu d'avoir une cuisine centrale des municipalités, de faire la cuisine, de préparer des produits sur place avec des produits frais, etc. pour les écoles. Ça, c'est un enjeu très important parce que souvent, alors déjà, il y a des réglementations qui veulent qu'on ait de plus en plus de produits bio, locaux, de qualité, etc. Mais en plus, c'est souvent associé à des politiques sociales des municipalités qui vont permettre un coût du repas, avec un coût du repas qui peut être aménagé notamment pour des familles modestes. Et donc, ça peut être un vrai lieu, un vrai enjeu pour réapprendre ce qu'est un bon repas, à cuisiner autrement. Et il me semble que ça, c'est un point d'entrée important. C'est-à-dire que c'est un lieu éducatif. Ça peut être un lieu éducatif, le restaurant scolaire, et un lieu d'inclusion sociale aussi. Et ça peut être un enjeu intéressant, il me semble. C'est marrant parce que voilà, depuis, je sais pas, vous l'avez peut-être vu, mais depuis début novembre, là justement, je suis dans les collèges. De par une initiative, ma maman était cantinière, donc je touche un panel assez large et il y a beaucoup de choses qui me touchent et qui me sensibilisent, et notamment l'éducation du goût aux enfants. Et j'ai vu des choses, notamment dans les collèges, qui sont aussi aberrantes, parce qu'en fait, concrètement, un enfant, quand il arrive et qu'il doit prendre son repas, quelque part, il a le droit à tout. Il est au collège, il a le droit de prendre tout ce qu'il veut là et qui est en libre service. Et malheureusement, il y a des enfants qui vont prendre 5 morceaux de pain et qui vont prendre juste un yaourt, quoi. Alors qu'il aurait eu le droit à des jolis légumes et alors qu'il aurait eu le droit à un morceau de poisson. Et ça, je trouve que il y a aussi
cette partie d'éducation qui est importante, hein, et c'est important de le dire. Là, par contre, dans ces cas-là, ce n'est pas une histoire d'argent, ce n'est pas une histoire de moyens ou de ne pas avoir de moyens. C'est juste qu'en fait, il faut inciter les jeunes à vouloir envie de prendre un produit parce que c'est pareil. Les écoles et les chefs de collège ou de lycée ou de primaire, ces chefs ont parfois été dénigrés un petit peu. On les a oubliés, on a oublié de les soutenir, on a oublié de leur apporter notre soutien. Et encore une fois, ma priorité dans ces cas-là, c'est de leur dire, vous êtes cuisinier, et il faut cuisiner. Et un cuisinier doit cuisiner et doit avoir cette envie de cuisiner. Moi, je me suis retrouvé dans un endroit à avoir une boîte de concentré de tomates délayée avec de l'eau en guise de sauce tomate. Mais une sauce tomate, je suis désolé, ça ne se fait pas comme ça, quoi. C'est pas avec du concentré de tomate et délayé avec de l'eau qu'on arrive à faire une sauce tomate. Donc voilà, il y a encore cette envie de cuisiner qu'on a tous perdue. Et je dis bien tous parce que voilà, ça démarre dans les écoles et ça poursuit dans nos foyers. Il faut militer et inciter les gens à de nouveau cuisiner, à de nouveau faire l'effort d'essayer de cuisiner. Et quand on aura gagné cette partie-là, on aura gagné ce fait de mieux s'alimenter. Merci, on arrive quasi au terme du temps qui nous était imparti. Je vais vous repasser une dernière fois à toutes et tous la parole. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir? Qu'est-ce que vous avez envie de pousser comme message sur ce thème à l'issue de nos discussions, sur ce bien manger pour tous, à quel prix? De manière assez brève, il nous reste 3 minutes. France? Oui, mais moi je voudrais faire un appel aux politiques publiques de l'alimentation, parce qu'on voit bien l'intérêt de toutes ces initiatives qui viennent d'être décrites, mais il faut quand même que la puissance publique se mobilise pour réorienter la consommation alimentaire vers les produits les plus sains et durables, en réduisant la viande au profit des fruits et légumes et des féculents complets. Ça permet d'équilibrer l'alimentation et de maîtriser le budget. Et pour cela, il faut des politiques d'information, d'éducation, peut-être des politiques de prix en rendant les aliments désirés moins chers, quitte à rendre plus cher ce qu'on veut limiter. Et puis vraiment au niveau de l'offre, comme ça a été dit, il faut développer une offre accessible à tous et une offre de qualité. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis pour finir, améliorer la justice sociale avec une volonté de droit à l'alimentation. Voilà. Boris Tavernier, quelques mots? Oui, moi je milite depuis vraiment longtemps pour ces cours d'alimentation à l'école. Je pense qu'il faut vraiment continuer d'insister parce que ça démarre de là. Et je vous invite à jeter un œil au travail de Réseau Marguerite, de l'école comestible. Il y a plein de structures qui travaillent avec l'éducation nationale et ça fonctionne. Et sinon, vraiment le petit mot de la fin, tout ce dont je vous ai parlé, voilà, il y a ce petit livre qui sort là dans une semaine que j'ai fait avec Frédéric Danhé, un journaliste, et Alexis Génie, un romancier, où on a fait un tour de France d'initiatives en termes de distribution et voilà, qui montre que quand on se regroupe, on peut consommer différemment. Et il y a toute une analyse aussi de chercheurs, de sociologues. Donc je vous invite, ça sort le 7 avril aux éditions Actes Sud. C'est noté. Geneviève Pierre? Pour compléter un petit peu ce qui a été dit, je vais aussi insister sur l'enjeu de l'éducation, de réapprendre à cuisiner, et puis peut-être aussi le goût du challenge, de se dire, alors c'est la petite note peut-être un peu légère, mais de se dire que ne pas laisser de reste, utiliser tous les produits qu'on a achetés, voilà, ne rien laisser dans son frigo, ne pas avoir de reste, ça peut avoir un petit côté challenge. Voilà, de créativité culinaire. Donc voilà, ça peut être aussi, on peut le voir aussi comme ça. Et voilà, le zéro gâchis, le zéro gaspillage, ça peut être un challenge également. Donc voilà, il y a des défis qui sont lancés, défis famille sans déchets ou famille zéro déchet, par exemple. Des actions comme ça qui sont menées. Voilà, peut-être cet aspect-là que je mettrai en avant pour compléter ce qui a été dit précédemment par les deux intervenants précédents.
Donc le côté ludique et puis le plaisir, on y revient. Voilà. Aussi, puis, pas que, du mais coup, aussi. Voilà. une note positive. Et puis le mot de la fin, Christophe Hay. C'est un peu ce que voilà. J'avais déjà fait une note un peu globale, mais moi ce que j'ai envie de retenir, c'est le respect. Apprenons aujourd'hui à nous respecter les uns les autres, à respecter l'environnement, à respecter les gens qui nous entourent, à respecter le territoire, le terroir, l'air. Voilà. Déjà, quand on aura gagné ce respect, ce sera super. Et puis, serrons-nous les coudes les uns les autres aussi. Parce qu'il faut, je pense qu'on est surtout dans une période là où on aime bien être aigri et où on aime bien dénigrer diverses positions et diverses choses. Voilà, si on se serrait un petit peu les coudes les uns les autres et qu'on essayait justement de s'épauler et de faire des choses ensemble, je pense qu'on aurait gagné déjà 80% du job. Donc, plus on va être ensemble et plus on va retrouver ces liens familiaux. Alors j'avoue que la période est un peu néfaste dans ce sens, mais je trouve que les gens sont très énervés en ce moment pour les moindres choses, et que si on arrêtait un petit peu de ces périodes un peu négatives là et qu'on essayait de se serrer les coudes les uns les autres, voilà, on aurait gagné beaucoup. Donc voilà. Je suis pas dans un monde de bisounours, mais j'adore le fait de s'épauler et de s'aider. Donc, je pense que c'est primordial. Merci, une note positive et solidaire, on en a besoin pour finir. Il me reste à vous remercier tous les 4 pour vos éclairages, pour cette table ronde dans un format un petit peu particulier, c'est jamais facile. Un mot également pour remercier Kylian pour son organisation. Et puis, bien sûr, l'ensemble des équipes techniques qui ont permis la mise en place de cette table ronde. Je le disais, dans un contexte compliqué, on a réussi à la tenir et on en est ravis. Donc, merci à toutes et tous. Thank you.